Donc, on va vous présenter donc, les différents résultats en se plaçant du point de vue de différents publics cibles du projet, en commençant par les maîtres d'œuvre ou les producteurs des types terres. On aura ensuite un deuxième volet, donc là, cet après-midi, après la pause déjeuner, qui concerne donc, les développeurs d'outils d'aide à la décision. Et puis, on finira par les utilisateurs de ces outils d'aide à la décision. Donc, pour cette partie résultats en direction des producteurs des types terres, on va avoir un certain nombre d'interventions successives. Je vais commencer par vous parler de ce qu'il s'agit de compléter les unités type terre pour les faire correspondre aux besoins des outils de la décision. Sébastien, Mélissande et Jean-Pascal prendront la suite pour vous parler des clés de détermination et des premières expériences de validation. Joël présentera les activités avec la classe de BTS pour la partie clés de détermination pour les types terres Alsace et Lorraine. Et puis donc ensuite, Jean-Pascal et Sébastien vous présenteront des exemples de fiches qui ont été développées. Et puis on finira avec la partie informatique des résultats et l'installation de l'application de saisie et saisie des clés. Donc, je vais enchaîner directement. Donc, je reviendrai un petit peu plus en détail sur les outils qui ont été considérés dans le cadre du projet. Mais donc, la première étape, ça a été de pouvoir déjà identifier quelles étaient les variables d'entrée de ces différents outils et dans quelle mesure on pouvait retrouver ces données dans les unités type terre. Donc, au cours de ce travail, on a identifié un certain nombre de variables qui étaient absentes de manière à peu près homogène dans l'ensemble des typologies type terre qui étaient disponibles. Et ça concernait notamment l'argile vraie, la profondeur d'enracinement, masse volumique apparente, et puis donc, le réservoir utilisable en eau. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir donner des méthodes aux producteurs de type terre pour déterminer ces variables secondaires à partir des données qui étaient disponibles dans les référentiels régionaux pédologiques. Donc, la première de ces variables concerne l'argile minéralogique ou argile vraie. Donc, c'est une variable qui est indispensable aux outils qui vont s'intéresser à la minéralisation de l'azote. Or, cette donnée argile après décarbonatation, elle n'est pas nécessairement disponible dans les référentiels régionaux pédologiques. Donc, l'idée, c'était pouvoir utiliser une fonction de pédotransfert qui va nous permettre de déterminer l'argile après décarbonatation à partir de la donnée argile sans décarbonatation. Donc, pour cela, on a mobilisé une fonction de pédotransfert développée par Arvalis. Et puis, donc, on l'a testé sur l'ensemble des données disponibles dans le système d'information national avec Données-Sol. Donc, vous voyez ici sur le graphe à gauche, je ne sais pas si j'ai un pointeur. Je ne vais pas essayer, je vais me déplacer. Ah oui, avec la souris peut-être. Non, je n'ai pas mon écran. Donc, c'est... Ouais. Ok, donc vous voyez ici donc la teneur estimée par la fonction de pédotransfert en fonction de la teneur qui a été mesurée et qui est donc disponible dans Données-Sol. Donc il y a cette fonction a des critères de performance qui sont relativement bons. Et puis donc sur la carte ici, vous voyez la localisation de l'ensemble des échantillons qui ont été mobilisés. Donc le Loiret contribue largement, mais on retrouve quand même des échantillons dans l'ensemble des grands territoires où on retrouve des sols carbonatés en France. Continuer là-dessus, tac. Alors, un des points d'attention qui est quand même remonté à l'issue de ces travaux, c'est s'assurer pour les maîtres d'œuvre que les données dont ils disposent dans le référentiel régional pédologique sont bien des données argile sans décarbonatation, quoi, pas pour aller faire tourner deux fois la fonction de pédotransfert.
Donc ça, c'était la première fonction qui a été identifiée pour calculer cette variable, ce paramètre argile vrai. Et puis donc, pour ce qui concerne le réservoir utilisable, on s'est appuyé donc, sur les travaux qui avaient été réalisés dans le cadre du guide d'estimation du réservoir utilisable en eau du sol par les cultures, donc publié par Arvalis en collaboration avec le RMT Sol et Territoire. Et donc, on est allé chercher dans ce guide qui est relativement conséquent la démarche à suivre par les maîtres d'œuvre des types terres pour calculer le réservoir utilisable en eau. Pour ce qui concerne donc, la masse volumique apparente, c'est pareil, on s'est appuyé sur une étude de la bibliographie pour essayer de déterminer donc, la fonction de pédotransfert la plus pertinente. Donc, on avait identifié une, et donc il y a eu un stage de Master 2 qui a été encadré à Unilassal spécifiquement sur le département de l'Oise pour déterminer donc, la masse volumique apparente. Donc, ils ont acquis de nouvelles données sur 80 sites sur le département. Et donc, on en a profité pour tester la performance de la fonction de pédotransfert qu'on avait identifiée. Et puis, ça a été comparé avec un certain nombre d'autres fonctions. Et donc, voir dans quelle manière on était capable de prédire la masse volumique apparente dans le contexte agropédologique de l'Oise. Donc, vous voyez ici le graphe qui vous représente encore la masse volumique apparente estimée en fonction de la valeur observée, en tout cas mesurée sur les 80 sites. Qui avait été sélectionnée précédemment. Donc, on a une performance relativement mitigée sur ces données, avec quand même un point d'attention sur le fait que dans le cadre de ces travaux, la donnée carbone n'a pas été une donnée mesurée. Or, c'est un des paramètres importants de la fonction de pédotransfert. Donc, on a quand même un doute sur le fait que cette performance est peut-être aussi liée à une donnée carbone qui n'est pas nécessairement celle qui est associée à l'échantillon de terrain. Donc voilà, cette performance mitigée reste quand même à vérifier, mais bon, ça encourage quand même les maîtres d'œuvre à être prudents si jamais ils utilisent la fonction de pédotransfert, en disant si vous voulez une donnée vraiment précise, il est probablement plus pertinent de faire des mesures sur votre département que d'utiliser une fonction qui va vous permettre d'estimer des valeurs qui seront peut-être différentes. Donc, dans le cadre du stage, il y a également donc, une fonction de pédotransfert local qui a été développée à partir donc, des données que je vous ai présentées. Donc, elle est très performante, mais bon, vu qu'il n'y a pas eu de validation externe sur cette fonction-là, c'est un petit peu un résultat attendu. Donc, l'ensemble des recommandations pour les fonctions de pédotransfert là, que je viens de vous présenter rapidement est quelque chose qu'on va intégrer donc, à la mise à jour du guide méthodologique des types terres. Donc, c'est une activité qui se fait dans le cadre du RMT Sol et Territoire. Et donc, ce seront des recommandations qui seront désormais disponibles pour l'ensemble des maîtres d'œuvre s'ils veulent calculer ces variables secondaires. Alors, le dernier point pour cette activité de compléter donc, les unités des types terres concerne donc les trois modèles et outils du projet. Donc, on vous fera une présentation un peu détaillée de ces différents outils cet après-midi. Mais donc là, juste pour faire un petit résumé, donc Azofert et NPRN, donc c'est du conseil de fertilisation azotée donc pour les grandes cultures dans le cadre d'Azofert et pour la vigne dans le cas de NPRN, sachant que la différence entre les deux, ça va être au niveau des utilisateurs, hein, puisque Azofert est un outil en production et donc ses principaux utilisateurs, ce sont les conseillers, les agriculteurs et puis donc
un petit peu pour la formation des étudiants. Et alors qu'NPRN est encore en phase prototype, donc c'est une utilisation uniquement pour les conseillers à ce stade. Mais donc Jean-Yves vous en parlera plus en détail cet après-midi. Et puis donc pour CHN, donc on a un modèle sur le plan donc, de croissance des céréales, suivi de la croissance des céréales, et puis donc avec pour le CHN, donc une utilisation modèle agronomique, donc plus recherche appliquée conseillée, et puis donc le développement d'un outil d'aide à la décision CHN conduite qui sera lui plus à destination conseiller agriculteur. Donc là, ce que je voulais vous présenter dans les 2 diapos qui vont suivre, c'est quand on a essayé donc d'utiliser les unités type terre dans ces 3 outils, dans quelle mesure on avait les données d'entrée disponibles dans les types terre. Donc vous voyez ici pour le cas d'Azofert, donc ce sont les mêmes variables pour NPRN puisque le module de base est le même. Donc vous voyez ici l'ensemble des données d'entrée qui sont listées, et puis dans la colonne suivante, si la donnée était présente ou non dans le type terre du Loiret. Donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre de noms dans cette deuxième colonne. Donc il y a eu différentes stratégies en fait selon les variables pour essayer de retrouver ces données d'entrée. Donc, il y a l'utilisation de fonctions de pédotransfert dont je vous ai parlé précédemment, mais également, donc, dans le cadre du type terre du Loiret, la possibilité de mobiliser des données externes avec notamment la base de données d'analyse de terre, grâce à une extraction qui a été faite par INRAE Info et Sol, et puis aussi, donc, quand même une grande partie d'expertise qui est rentrée dans qui a été implémentée pour compléter ces différentes données d'entrée. Donc une méthodologie relativement similaire pour NPRN. Et puis pour CHN, donc là même chose, vous avez ici l'ensemble des données d'entrée sur la colonne de gauche. Ici, leur présence ou non dans les différents typologies type terre qui ont été mobilisées. Et puis donc là, encore donc, un certain nombre de fonctions de bédotransfert qui ont été utilisées. Et puis la possibilité de mobiliser les données de la base Sol Arvalis pour certaines données manquantes, et notamment pour le rapport C sur M. Et puis donc, un des points d'attention qui est remonté à l'issue de l'expérimentation avec CHN, qui a mobilisé un certain nombre de typologies type terre, c'était le fait que sur l'ensemble des typologies qui étaient actuellement disponibles, on avait une présentation des données qui pouvaient utiliser des unités différentes, certaines variables qui étaient présentes dans des typologies mais qui étaient absentes dans d'autres. Et donc, tout ça nous a amené à faire un certain nombre de recommandations et donc proposer un nouveau canevas pour saisir les unités type terre. Donc, c'est le tableau que je vous avais présenté dans une des premières diapos là, qui représentait l'ensemble des variables. Donc là, on propose un canevas pour s'assurer de l'harmonisation en fait de la présentation des données, qui va avoir une importance, toute son importance dans l'utilisation des outils qui ont été développés. Donc, on vous présentera ça juste après. Donc, Myriam Buitrago de l'ADEME. Et j'avais une question par rapport à les unités type terre. Ils sont faits pour répondre uniquement à ces outils d'aide à la décision pour la fertilisation, ou ils peuvent être utilisés pour d'autres conseils agronomiques qui ne soient pas uniquement liés à la fertilisation, qui puissent être liés à rotation des cultures ou éventuellement la sensibilité du sol par rapport à des dégradations, des érosions, tassements, d'autres conseils agronomiques qui ne soient pas uniquement ces outils d'aide à la décision. Merci beaucoup. Alors, on illustrera ça potentiellement plus après et peut-être même assez rapidement d'ailleurs. Mais donc là, on s'est placé dans le cadre d'outils de la décision dans le cadre du projet, mais effectivement, les types terres ont des applications plus larges.
Et l'idée, c'est bien de pouvoir les mobiliser dans différentes actions de conseil agronomique. Donc, alors, ça s'appuie sur les données du référentiel régional pédologique. Donc, c'est essentiellement des variables terraines du sol qui sont disponibles dans les unités type terre. Pour autant, ça peut quand même permettre déjà de faire un certain nombre d'actions de conseil. Ça répond à la question? Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. La mise à disposition des unités type terre aujourd'hui, les UTT, Ouais, tu parles de recommandations par rapport à l'utilisation de ces UTT. Aujourd'hui, ils sont stockés où? Qui y a accès? C'est une très bonne question à laquelle on avait prévu de répondre plus tard, mais pour pas tout dévoiler, pour l'instant, il y a uniquement les types terres test, donc Centre-Ouest et Alsace, qui ont leurs données en téléchargement libre sur le site du RMT sur les territoires. Donc l'idée, c'est bien d'avancer là-dessus, puisque vous l'avez vu, les types terres sont désormais disponibles sur un certain nombre de départements ou régions. On présentera le cas de la Bretagne un peu plus tard, et puis Laure nous détaillera un petit peu ce qui a été fait sur la région. Mais l'idée, c'est bien de pouvoir avoir l'ensemble de ces données en téléchargement et accessible. Mais bon, on verra aussi dans le cadre des outils qui ont été développés comment l'accès aux données peut être privilégié. Est-ce que encore des questions? Alors, moi, c'est par rapport au rythme et au Nicolas Fred d'Agrophile. Par rapport à la vitesse de déploiement et de couverture en fait, des différentes zones et des sols que vous rencontrez, et peut-être des écueils, enfin, je ne sais pas, de l'évolution de la typologie, enfin, la définition des types terres, à votre avis, la couverture de la France enfin, je veux dire, et des autres départements, à quel rythme en fait ça pourrait évoluer? Alors, est-ce que je vais voter en touche? Ouais, oui, donc on vous présentera quand même cet après-midi que ça progresse. Il y a de l'espoir pour le Sud, tout n'est pas perdu. C'est une histoire de financement. Voilà, on regarde aussi nos financeurs pour ça. Voilà, parce qu'on le présentera aussi. Bon, alors, l'idée type terre mobilise les types terres. C'était aussi une preuve de concept pour montrer qu'on pouvait utiliser ces typologies. Donc, on espère aussi que le projet va encourager de futurs producteurs de types terres à se lancer dans l'aventure. J'ai envie de dire, la dynamique, elle est relativement positive en ce moment. Donc, bon, on espère que ça va aller vite. De là à donner une date, voilà. Mais on présentera dans les perspectives cet après-midi les projets qui sont en cours, et donc on espère effectivement pouvoir quand même voir le déploiement des typologies sur au moins une partie de la partie sud assez rapidement. Je prends la suite. Sébastien Minette, Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, donc la grande région Nouvelle-Aquitaine, et Mélisande, qui a renforcé l'équipe sol depuis un an avec moi. Laure vous l'a présenté ce matin, les types terres c'est bien, mais les types terres sans clé c'est un peu dommage. C'est-à-dire que la clé va permettre de définir, pour un utilisateur lambda, d'accéder à un type terre. Donc quand je suis sur une parcelle, à partir de quelques critères, on espère les mieux choisis, donc on va aboutir à une fiche type terre. Donc dans le projet d'ailleurs, on aura fait toute une biblio sur les critères disponibles, et ça aussi c'est en téléchargement, tous les critères disponibles pour décrire un sol, que ce soit biologique, chimique, physique, etc. Donc, Ok. Non, j'ai fait une bêtise peut-être. Non, attends. Autre que son maître. Voilà, c'est bon. Ah, voilà. Bon, on va tout afficher là. Alors, une clé de détermination, c'est pas compliqué. Hein. C'est un ensemble de questions ordonnées. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile à faire quand même. Permettant à partir d'observations et de prélèvements simples à la parcelle, donc d'arriver à une unité type terre. Alors,
pour constituer la clé, bien sûr, enfin, quand nous on appelle, dans notre jargon, quand on appelle typologie type terre, c'est obligatoirement l'ensemble des fiches type terre, donc l'ensemble des sols, entre 15 et 20 sols par département, et puis cette clé de détermination. Si on n'a pas l'un ou l'autre, ben, c'est vrai que ces fiches type terre, elles sont un peu pauvres et on a plus de mal à les utiliser. Et comme disait Laure tout à l'heure, quand on est face à un écran et qu'on doit choisir dans un type de sol, soit on prend au hasard, soit on tire au dé, ou voilà. Mais si on n'a pas cette clé de détermination, si on n'a pas repéré quelques éléments qui permettent de caractériser le sol, eh ben, on aura du mal à aboutir à cette fiche type terre, et à ce nom type terre. Alors pour donc la région Nouvelle-Aquitaine, le pointeur marche, c'est ça hein, qui se situe là, c'est les 12 départements là, qui sont sur le bas là. On a eu un projet qui s'appelait Type Terre Centre-Ouest, ça a été présenté dans la frise historique tout à l'heure, donc qui a permis de faire pour l'instant les types terres, de constituer les types terres sur 2 départements, 79 et 86. Le 85 n'est pas dans ma région, je m'en occupe moi. On travaille ensemble. Et puis derrière, donc on a en 2022, enfin on n'a pas décidé, on a fait la clé de détermination. On avait les types terres, mais on n'avait pas la clé de détermination. Alors, pour faire ces types terres-là, on a identifié les critères pertinents pour caractériser les sols, je vous les citer. On a élaboré des questions, on les a ordonnées. On a élaboré aussi une aide pour comprendre les questions et pour aider l'utilisateur à mettre en œuvre ces questions. C'est pas toujours évident. On s'est fait piéger, nous aussi, sur quelques utilisations, on va y revenir après. On a ensuite testé dans 2023 et 2024 la clé auprès de conseillers agricoles et d'étudiants. Et puis, on avait fait évoluer la clé. Parce qu'on s'est aperçu que les résultats n'étaient pas aussi bons, on n'arrivait pas obligatoirement au bon type terre. C'était un peu embêtant. Alors, juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du temps nécessaire, pour faire le premier jet de clé, donc on a mis 2 jours, à 3 pédologues et un agronome. C'était moi l'agronome, 3 pédologues. Donc l'agronome essayait de comprendre les pédologues. C'était, voilà, quand il parlait, quand il posait des questions, on essayait de les traduire d'un point de vue agronomique. Mais voilà, on a mis 2 jours pour élaborer ces clés. Alors, la clé, je vais vous mettre quelques exemples de questions. C'est juste, enfin, voilà, à titre d'exemple. Hein, c'est pas obligatoirement les questions, d'ailleurs, qu'on a... Enfin, ça, c'était les premières questions qui avaient été établies, mais qui ont un peu évolué par la suite. Donc, bête et méchant, position dans le paysage, quelle quantité d'éléments grossiers en surface, la texture majoritaire. Alors, rien que cette question-là, si vous n'avez pas d'outils ou d'aide à l'utilisation de cette question-là, ça part dans tous les sens. C'est pour ça qu'on a... J'insiste bien, une clé, un type terre a besoin de ses clés et une clé a besoin d'un guide d'utilisation. Bon, le sol est calcaire en surface, etc. Bon, vous avez voilà, un nombre de questions qui sont relativement simples, normalement, pour un non-pédologue. L'idée, elle est là. L'idée, elle est que n'importe qui, muni de 2-3 outils quand même, une tarière, un peu d'acide chlorhydrique, puisse aller faire des mesures au champ. Alors, même quand vous avez fait la meilleure clé du monde, il y a toujours des doublons, il y a toujours des types terres qui arrivent. Là, les L1 et L6 arrivés à la même position. Donc, pour certains types terres, vous êtes obligé d'avoir des critères supplémentaires qui sont parfois un peu plus compliqués à obtenir. Par exemple, je pense à celle-là, doublon, quel est l'état géologique du matériel parental. Donc moi, agronome, j'aurais jamais... voilà, je ne savais pas. Donc, mais bon, on s'est forcé de mettre en face à chaque fois une ressource. Donc là, on va aller voir sur Infoterre, etc., etc. Je vous donne voilà, quelques exemples. Alors, on a même précisé, non, je l'ai retiré, on avait quelques noms, parfois un peu, des formes de cailloux qui ne parlaient pas au commun des agronomes. Mais à la fin, donc, vous arrivez, alors cette clé, elle se présente sous la forme d'un arbre. Hein, et c'est cette clé-là, c'est cet arbre-là qu'on mettra après sur la fameuse application Internet, qui va nous permettre de valoriser tout ça et d'accéder plus facilement aussi à nos types terres. Donc vous avez une sorte d'arbre comme ça qui aboutit à un arbre de décision qui aboutit à la fin à identifier un type terre. Alors, juste... Ah oui, c'est Jean-Pascal. Est-ce qu'on a la même méthode? À toi. On change de département. Oui, voilà, bien un petit peu. Donc, Jean-Pascal Mur, moi je suis agropédologue à la Chambre d'agriculture de l'Isère et je travaille sur les sols pour les chambres de la région Aura. Donc on a réalisé effectivement un type terre déjà depuis 4 ou 5 ans, depuis 2019, et on a
typtères sur 3 départements, l'Isère, l'Ain et la Drôme. Et dans le cadre de ce typtère-là, on ne s'est pas arrêté à l'époque à la base de données, mais on a conçu des fiches et puis des clés de reconnaissance en vue de permettre une utilisation assez rapide par les conseillers. Ce qui n'a pas vraiment été le cas pour le coup, pour d'autres raisons, mais voilà, c'était l'objectif. Et puis, bon, on a utilisé une autre application qui ne fonctionne que sur ordinateur, qui est l'application WebSol, avec la sous-application TipSol, enfin, qui permet donc d'interroger une parcelle avec des clés de reconnaissance, au bout desquelles, eh bien, un nom un nom d'unité typologique typtaire est proposé, avec la possibilité, moyennant un accès réservé, d'accéder à une fiche complète. Donc voici un peu pour les typtaires donc, de ces trois départements. Alors, en ce qui concerne les clés, comment est-ce que l'on a procédé? Bon, elles ont été construites, c'est moi qui les ai construites, pour le département de l'Isère, et en collaboration pour les autres départements, donc de l'Ain et puis de la Drôme, avec un collègue qui est agronome, qui est agronome pour l'Ain et qui est aussi agropédologue pour le département de la Drôme. Bref, en fait, on a souvent, en tout cas dans l'Isère, moi je représentais à la fois l'agronome et le pédologue. Après la construction des clés, j'ai mis 2 jours pour construire des clés sur la moitié du département, parce qu'on a construit typtère pour le département de l'Isère, sur la partie du bas Dauphiné et pas sur la zone de montagne, parce qu'on a un RRP qui était encore à améliorer. Donc oui, 2 jours, mais on a une grande diversité quand même de sols sur cette partie du bas Dauphiné, avec 60 unités typologiques typtaires qu'on a construit. Donc, ensuite, j'ai cherché à valider auprès des conseillers ces clés par une journée de terrain. Voilà. Lors de cette journée de terrain, on a fourni la clé de reconnaissance des sols typtaires. Voilà, et puis on a eu un certain nombre de retours. Voilà, je ne vais peut-être pas développer ça tout de suite. Donc 2 jours pour un agropédologue. Et puis alors la particularité quand même, c'est pour ça que je vais peut-être passer. La particularité de notre typtère, c'est que ces clés, on les a construites non pas sur l'ensemble du département. Il n'y a pas une clé pour l'ensemble du département, comme c'est le cas chez vous, hein, je crois, hein. Mais on a construit des clés par région naturelle. Afin de limiter, enfin, c'était l'objectif, le nombre de questions à poser pour accéder à une proposition de sol. Voilà. Alors, par contre, ça nécessite du coup la construction, enfin d'un shapefile avec les différentes régions naturelles, qui a été faite à partir des regroupements des UCS, du RRP de référence. Et ça, par contre, c'est long à faire. Enfin, moi, je l'ai fait un peu seul, mais j'ai dû me faire aider pour les regroupements par la SIGIS de notre département, mais qui a dû... Alors, elle n'a pas pu faire le travail uniquement sur QGIS. Il a fallu qu'elle aille sur ArcGIS. Voilà. Donc là, c'est une phase de travail qui est assez longue. J'ai mis 3 jours, mais à 2, on va dire. Hein. Voilà. En fait, c'est 2 fois 3 jours. Voilà. C'est sur lequel? Donc, alors là, je vous présente du coup l'exemple d'une clé. Voici le découpage en régions naturelles. Dans le fonctionnement des clés, la première question qu'on pose, c'est de valider en fait la région naturelle qui est proposée par le fait de cliquer sur un espace géographique.
Donc là, on demande de valider la région naturelle qui est proposée. Donc, l'exemple d'une région naturelle, c'est... Alors, on a une douzaine sur l'ensemble du département, une douzaine de régions naturelles. Un exemple donc, que je vais développer dans la diapositive suivante, c'est la région naturelle des plaines et terrasses du Bas-Dauphiné, donc qui apparaît en vert pomme, là. Et la deuxième question, c'est une question qui permet de définir la géomorphologie, mais pour certaines régions naturelles seulement, et en l'occurrence, pour la région naturelle plaines et terrasses du Bas-Dauphiné, la géomorphologie correspond à la question suivante, c'est une question sur la géomorphologie qui interroge sur le fait que, est-ce que dans cette région naturelle, on se trouve dans une vallée alluviale, ou bien effectivement sur des géomorphologies de plaines et de terrasses. Alors c'est vrai que là, par contre, c'est des termes qui ne sont pas toujours bien maîtrisés par les conseillers. Donc ça nécessite une... En fait, il n'y a pas besoin de ça. Ça nécessite une formation pour le coup, pour les conseillers. Voilà. Alors du coup, après, voilà, si on se trouve dans une vallée alluviale, on propose une série de questions. Alors, la particularité de nos clés, des clés qui ont été construites, alors pour l'ISER, c'était en 2019 déjà, donc ça commence à remonter. En fait, on était sur des questions oui-non, et ce qui ne sera plus le cas avec la nouvelle application, ce qui n'était d'ailleurs peut-être pas le cas à l'époque, je ne sais plus, enfin, en tout cas, nous on avait compris que c'était oui-non. Donc voilà, on avait fonctionné comme ça. Mais en tout cas, ça simplifiera en fait le nombre de questions pour le coup. Hein. Puisque dès la première question, en fait, on va pouvoir synthétiser les textures. Parce qu'on a une question sur les textures. On n'aura qu'une seule question. Donc, est-ce qu'on est en... je ne vais peut-être pas la développer. Bon, alors celle-ci, elle est simple. Hein. Est-ce qu'on est en texture on aboutit à 8 UTT différentes. Première question porte sur la texture dominante. Oui, non. Après, une question sur si oui, est-ce que le sol est filtrant, c'est-à-dire sain et profond. Oui, non. Et puis ensuite, la troisième question, c'est est-ce que... donc là, il faut avoir de l'acide. Est-ce que le sol est calcaire ou pas? Non. Et là, donc, on propose ensuite 4 UTT différentes. Voilà. Donc, pas trop détaillé. Là. Donc, celle-ci, elle est quand même simple. Oui. Voilà. Et la suite. Et si on est... Alors, peut-être... oui. Et si on est situé sur donc une géomorphologie de plaines et terrasses, donc là, l'arbre est un peu plus développé. Et l'idée, parce que j'ai une diapositive qui l'idée, c'est de poser des questions aussi qui soient suffisamment discriminantes pour arriver le plus rapidement possible, pour éviter d'avoir trop de questions à poser, à la détermination de l'UTT qui est censé correspondre à la parcelle interrogée. Alors, donc cette clé, elle mobilise, je ne vais pas forcément la détailler, hein, donc simplement on voit qu'il y a 2 matériaux parentaux distincts, donc des sols qui vont être développés sur l'os ou bien sur des fluvioglaciaires. Et on va mobiliser les éléments grossiers, on va interroger aussi la nature des éléments grossiers, on va interroger sur la terre fine, donc est-ce que le sol est calcaire ou pas, l'hydromorphie, la texture, la couleur, la profondeur, mais toutes ces variables-là, on ne va pas les interroger pour une même branche de la clé, cela va dépendre de chaque réponse aux questions précédentes. Enfin, la série de questions. Donc on ne mobilise pas systématiquement une question, on adapte les questions dans la clé. En fait, aux propriétés des sols auxquelles on va aboutir. Ça nécessite, avant de construire la clé, de bien connaître les propriétés des différentes UTT constitutives du type terre. Et quand on connaît ça, c'est vrai que
ça va relativement vite à construire, à établir. Voilà, je crois que c'est fini. Donc, du coup, maintenant qu'on a créé ces clés, la prochaine phase, ça va être de les tester pour voir si justement les questions qu'on a pu créer pour trouver les types terres vont être accessibles aux utilisateurs, donc aux utilisateurs finaux, que ce soit les conseillers ou encore les étudiants et les agriculteurs. Donc pour ça, on a fait des phases de test. Donc le premier, c'était en décembre 2023, donc là c'était avec la clé 7986 que vous a présenté Sébastien. Donc on l'a fait auprès des conseillers chambres Nouvelle-Aquitaine. Pour cela, on a fait des formations donc, de 3 binômes et on les a testés sur 2 parcelles différentes. Donc on avait le total de 6 tests. Et c'est sur ces 6 tests de clés, il y en a eu un binôme qui a trouvé sur un site le bon type terre. Donc c'était plutôt un échec. Et donc du coup, ça nous a amené à questionner finalement cette clé et à voir comment on pouvait l'améliorer pour la rendre plus accessible. La problématique qui avait été soulevée, donc on avait en même temps que ces tests sur le terrain, on avait mis à disposition une fiche pour remplir les questions auxquelles ils répondaient et puis les problématiques auxquelles ils étaient confrontés pour voir sur quelles questions ils avaient buté finalement, sur lesquelles ils s'étaient trompés et pour voir comment on pouvait les améliorer. Donc du coup on a traité ces réponses et on a identifié les points d'amélioration et avec ces résultats on a fait donc, beaucoup de modifications. Donc d'abord les modifications de certaines textures de surface, c'est l'une des plus grosses problématiques qu'on avait, la question la plus difficile, déterminer la texture de surface. Comme c'est, c'est après l'appréciation, et que le protocole, parfois, pour avoir cette appréciation, peut être pas toujours facile à appréhender, on avait des confusions entre les limons et les argiles. Les conseillers avaient tendance à toujours regarder s'il y avait de l'argile, et dès qu'ils avaient l'impression qu'il y avait de l'argile, ils disaient que c'était un sol argileux, sauf qu'on peut réussir à faire notre boudin et faire notre sac sans que pour autant ce soit la texture dominante, et en réalité la texture dominante c'est plutôt le limon. Donc du coup on a retravaillé cette question-là. On a fait une séparation par département qu'on n'avait pas encore fait, en fait c'est juste parce qu'on a des types terres qui sont présents sur un département et qui ne sont pas présents dans l'autre. Pour réduire les possibilités, finalement, on sépare tout simplement par département. Ça fait l'équivalent de 2 clés différentes, où c'est comme si c'était la même clé, mais qu'on posait juste la première question, vous êtes dans le 79, vous êtes dans le 86. Après, on a fait des nouvelles questions 6 doublons, parce que certaines des questions pour les doublons n'étaient pas toujours faciles à appréhender, comme on a vu précédemment. Donc on a réussi à soit les simplifier, soit faire des accompagnements pour aider au mieux les conseillers pour qu'ils comprennent quelle était cette question-là. Et puis on a fait surtout un changement dans l'ordre des questions. Alors le but de ce changement, c'était en fait de mettre les questions les plus facilement appréhendables par les conseillers en premier. Comme ça, ça permet finalement de mieux se situer dans l'arbre. Quand on détermine notre type terre dans l'arbre, c'est-à-dire que, par exemple, la question finalement la plus facile, c'est le sol est-il calcaire ou non, parce que c'est le test à l'acide, donc effervescence ou non. Ça, c'est difficile, c'est assez facile à maîtriser et c'est difficile de se tromper. Donc une fois qu'on a répondu oui ou non, tout de suite on se retrouve dans une branche de l'arbre et on ne va pas avoir les réponses de l'autre branche. Non, c'est pas calcaire. Donc, voilà. Donc après, on a fait ce nouvel guide d'utilisation de la clé. Donc là, on a vraiment fait un guide avec beaucoup plus d'aide directement présente avec les questions. Donc j'ai un exemple si jamais vous voulez regarder. Et on a présenté ce guide à Arvalis, qui a eu la gentillesse de les tester pour nous. Donc ils ont fait des essais, et sur les 3 essais, donc ils nous ont rempli aussi le compte-rendu. Et sur ces 3 essais, ils ont quand même eu des réussites. Voilà, ils ont retrouvé le bon type terre. Avec un petit doute quand même, c'est que en fait, là, la problématique qui s'est posée, c'était qu'il y avait un autre type terre qui était quand même assez ressemblant. Et donc la question en fait qui s'est soulevée plutôt après, c'est de savoir si finalement ces 2 types terres, ça valait le coup de les séparer ou pas, et qu'il fallait pas plutôt les réunir, parce qu'il n'y avait vraiment pas une différence énorme entre les deux. Donc ça, après, c'est des nouvelles questions de réflexion sur les types terres qu'on s'est posées. Donc revoir la séparation en fonction de la texture. Alors donc du coup, les difficultés, c'est vraiment quand on est entre le limon argileux, le argileux limoneux et l'argile. Tous ceux qui sont à la jonction de ces textures, c'est les plus délicats à déterminer. Voilà, donc du coup, cette dernière phase de test, ça nous a quand même permis de confirmer donc, que notre clé était quand même, elle fonctionnait,
Mais alors, la grande problématique, c'est la grille d'utilisation qui va avec, pour être le plus clair possible, pour les conseillers et pour les autres utilisateurs finaux aussi, pour qu'ils puissent vraiment comprendre les questions demandées et bien répondre de façon adéquate. Et on la reteste, pour finir, on la reteste en septembre 2024. On reteste la clé, voilà, avec ça. C'est-à-dire qu'on va prendre des conseillers du département 79 et on fait une tournée de terrain où on les met en situation de définir tous les sols sur lesquels on va aller. Bonjour à tous. Donc, Joëlle Sauter, Chambre régionale Grand Est, et Véronique Stambert, lycée agricole de Vernet. Voilà, et donc on se propose de prendre la suite pour vous présenter les tests qui ont été réalisés par un autre public d'utilisateurs possibles de ces typologies type terre, que sont des apprenants. Et donc, les tests, dans notre cas, ont été conduits donc, en Grand Est, avec des étudiants d'un BTS AXE. Alors, je te laisse retraduire parce qu'à chaque fois, j'oublie la signification de cette formation. C'est analyse et conduite et stratégie agricole. Et donc, il s'agit d'étudiants qui ont un profil généraliste et qui, finalement, ne sont pas du tout des spécialistes de la connaissance des sols et puis même de l'agronomie approfondie au sens propre. Donc, pour bon nombre de ces élèves, qui ont été confrontés à l'utilisation des clés type terre, c'était une première occasion et un premier contact, je veux dire un peu plus approfondi, avec les notions et la connaissance des sols et tout ce que ça entraîne comme prérequis. On a saisi cette occasion-là de les confronter au type terre et au test des clés et de la réponse aux questions qui étaient soumises pour rentrer dans l'arbre de décision. On a profité de cette démarche-là pour vraiment engager au niveau du lycée, enfin je dis on, c'est surtout Véronique et ses collègues, pour engager une démarche aussi pédagogique qui est aussi très intéressante du point de vue de notre projet ID Type Terre pour voir tous les besoins qu'il peut y avoir pour l'accompagnement à l'utilisation des typologies type terre et la construction de tous les documents de vulgarisation, de sensibilisation, d'accompagnement à l'utilisation des types terre. Et donc, une démarche progressive a été testée et mise en place avec ce groupe d'élèves, avec d'abord toute une sensibilisation et des enseignements en classe, une première tournée de terrain à laquelle j'ai pu participer pour leur montrer finalement comment on mobilise les outils, les tests qui permettent de répondre aux questions des clés. Donc, on leur a montré l'utilisation d'une tarière, du test à l'acide, etc. Et suite à cela, accompagnés par les enseignants, les élèves ont pu faire des tests d'utilisation des types terre d'abord en groupe, sur le site de la ferme du lycée, et ensuite en individuel, chacun sur leur lieu de stage, où ils ont pu mobiliser des données, des types terre qui existent donc en Grand Est. Et il me semble aussi qu'encore ensuite, après, il y a eu un voyage d'études où ils ont pu retravailler sur l'utilisation des clés en commun. Et à l'issue de ces différentes étapes, les élèves nous ont proposé une restitution de leur analyse de la pertinence de l'outil ou des difficultés qu'ils ont rencontrées à l'occasion d'une réunion où ils ont présenté donc, le résultat de leur test auprès d'un certain nombre de partenaires du projet ID Type Terre. Je préfère concentrer simplement ma présentation sur les principales conclusions qu'ils nous ont soumises. Une première qui rejoint ce qui a déjà été dit tout à l'heure avec les tests auprès des conseillers, c'est qu'il y a une nécessité d'un accompagnement en amont pour l'utilisation de ces typologies type terre, et notamment pour des gens qui n'ont pas de connaissances spécifiques sur les sols, de rappeler les notions de base relatives donc, aux propriétés de sol, et puis aussi de les avertir avant d'aller sur le terrain, quel matériel est nécessaire, il faut avoir une tarière, il faut avoir une piscette d'acide, etc. Ça tombe sous le sens, mais enfin finalement ça permet de gagner du temps quand même quand on a ça, quand on fournit nous directement ces informations-là. Ils ont relevé également l'importance absolue des médias. Alors c'est vraiment toutes les sources d'informations qui vont aider l'utilisateur à mobiliser la clé
On va en reparler tout à l'heure, hein, ça peut être une petite notice qui explique comment on fait le test du boudin, on rentrera plus en détail tout à l'heure. Il y a également eu des commentaires sur un meilleur accompagnement pour améliorer l'approche géographique. Jean-Pascal l'a évoqué tout à l'heure, et c'est en Grand Est, enfin en Alsace en particulier, c'est comme dans l'Isère, on a une entrée géographique première pour initier les clés, enfin pour initier une clé et une succession de questions. Et donc, il y a une nécessité de bien expliquer comment la personne qui utilise l'application, elle va valider, bah oui, ok, je considère que je suis bien dans cette petite région naturelle pour continuer à répondre aux questions. Il y a eu une autre chose aussi qui a été évoquée, c'est que sur l'application en ligne, je vous montrerai tout à l'heure à partir de mon smartphone, vous pourrez venir le tester, le fond cartographique qui permet de se positionner, par défaut pour le moment, c'était OpenStreetMap. Et les élèves du lycée là, nous disaient ouais, mais nous on n'a pas trop l'habitude de se localiser sur ce type de fond cartographique, nous on préférerait les orthophotos, où on voit bien les délimitations des parcelles pour pouvoir cliquer et dire moi je suis à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, donc l'explication du choix d'entrée clé, je vous l'ai dit. Et puis également, ils ont souhaité avoir aussi vraiment une information plus détaillée sur ce que c'est que la variabilité des sols, comment elle se matérialise sur une parcelle, pour choisir aussi finalement où se positionner sur la parcelle pour faire le test et le diagnostic, enfin l'évaluation du type terre. Parce que finalement, dans certaines parcelles, on peut très bien avoir deux types terre différents en fonction de la caractéristique du sol. Un autre point qu'ils ont soulevé, et qui me paraît aussi important pour nous, producteurs de typologie type terre, c'est de bien expliquer à nos utilisateurs finalement tout ce que ces types terre nous apportent en plus ou de différent par rapport à la mobilisation d'une analyse de terre simple dont on disposerait sur la parcelle. Là, typiquement, un des premiers arguments qu'on a avancé, qu'on a discuté avec les étudiants, c'est que l'analyse de terre, elle va apporter tout le détail de l'analyse granulométrique des propriétés chimiques, mais souvent, c'est que sur l'horizon de surface. Donc, si on a un conseil agronomique qui s'adapte, enfin, qui nécessite que ces informations-là, l'analyse de terre, elle pourra très bien faire son job. Après, on peut avoir des situations où, on n'a pas l'analyse de terre. Donc, le type terre va pouvoir quand même, à travers les informations qu'on va récupérer dans les fiches, nous donner donc des informations assez générales, mais quand même des indications sur la granulométrie, sur des propriétés chimiques du sol. Mais surtout, ce que le type terre va nous apporter en plus, c'est aussi des informations sur le type de sol, et pas que sur l'horizon de surface, mais aussi sur ses propriétés dans les couches sous-jacentes. Donc, qui ont une importance forte aussi dans certains conseils agronomiques qu'on va vouloir délivrer, notamment l'estimation du réservoir utile en eau, qui est un des paramètres de fertilité très important. Enfin, les élèves ont aussi noté qu'en tout cas pour eux, dans leur posture d'apprenant, ils voyaient vraiment l'intérêt d'utiliser les clés et les types terre en travaillant aussi avec l'agriculteur sur les parcelles desquelles ils vont aller faire le diagnostic, parce que des fois, la connaissance que l'agriculteur a de sa parcelle va aider aussi à répondre aux questions. Et donc, ça peut faire aussi, je diverge un petit peu, mais de cet outil type terre, vraiment un outil pédagogique intéressant pour accompagner des étudiants dans ce type de formation. Et peut-être que Véronique, tu as des choses que tu souhaites ajouter par rapport à ce que j'ai évoqué sur les retours d'expérience que vous avez vécu vous aussi en tant qu'enseignant. On va peut-être rajouter quelques éléments d'explication par rapport au binôme dont vous parliez tout à l'heure, pédologue-agronome. Nous, on s'est retrouvés dans une situation, on était plutôt sur un profil, un binôme en salle, là, agronome, donc le prof, et agriculteur. Parce que dans les BTS, là, on a grosso modo 50% qui va partir à l'installation ensuite, reprendre une exploitation. Et eux, ils se sont aussi projetés dans comment je pourrais utiliser type terre à la ferme directement. Donc là, on n'est plus sur le positionnement du conseiller, mais de l'agriculteur. Et donc, on a eu comme retour premier, les sols, je les connais. Je n'ai pas besoin d'outils spécifiques pour aller sur une connaissance des sols. Et donc là, en discutant avec Joël et l'équipe qui était là le jour de leur grand oral,
On a réfléchi à... Enfin, il faudrait travailler sur une sensibilisation de la connaissance plus globale du sol, et pas seulement l'horizon de surface. Alors nous, on a tendance, en lycée agricole, à regarder que l'horizon de surface. Voilà, on a très peu de modules sur la formation des sols et des profils un peu plus profonds. Donc c'est peut-être une erreur dans l'enseignement agricole, mais ce qui fait que l'agri, quand il arrive après sortie d'école sur le terrain, il n'a pas forcément cette notion de profondeur. Et on a travaillé après sur l'utilisation des résultats des types terres sur des calculs de fertilisation azotée. Et là, les types terres sont sortis avec des caractéristiques agronomiques, et ensuite, quand on utilise la directive nitrate tout simplement, on doit connaître son sol à un moment donné pour définir la fourniture du sol, par exemple sur la directive nitrate alsacienne. Et là, on a deux noms, on a deux situations, et là, l'agri, je caricature un petit peu, mais dans cette situation-là, il reste à la directive nitrate, il connaît grosso modo son sol, et il va chercher la ligne qui correspond mieux. Et donc là, la concordance entre un type terre et ce qu'on va retrouver dans une directive nitrate, par exemple, pour nous, en tant qu'accompagnants, un conseiller va se retrouver dans la même situation, c'est de dire comment je fais matcher les deux choses là et arriver à une situation qui décrit bien l'endroit où je suis. Voilà. Après, comme des jeunes, quand ils ont vu, alors on a fait une version application avec la situation alsacienne et une version papier avec une clé de détermination, ça c'était en Lorraine. Et ils ont commencé par l'appli et ils ont fait la Lorraine dans un second temps. Forcément, l'application, ça fait rêver, c'est génial, c'est sur le téléphone. Et l'option supplémentaire qu'ils ont même demandé, ça c'est pour clôturer pour la boutade, c'est de dire si déjà je me géolocalise quelque part, pourquoi ça ne me sort pas le type terre tout de suite? Non, nouveau projet, voilà. La réponse aux questions, elle est nécessaire, et ça c'est pas... Sauf à avoir une intelligence artificielle qui va aller... Alors, encore juste un petit détail sur les questions qui sont posées dans les clés de détermination. Tout à l'heure, il y avait la proposition de répondre par oui ou par non. Alors que sol calcaire, sol pas calcaire, ça allait forcément très facilement. Par contre, dès qu'on parlait de gradient, j'ai revu sur la diapo tout à l'heure très rouge, moyennement rouge, pour un novice ou pour un conseiller, même agricole, je pense que c'est compliqué de déterminer ces gradients et de valider les bons éléments. En tout cas, les tests sont des éléments absolument indispensables pour moi dans une logique de boucle d'amélioration des types terres. Et c'est grâce au projet ID Type Terre qu'on a pu rentrer dans cette démarche-là de façon un peu plus massive. Et pour nous, en Alsace, on a des types terres déjà en prototype, on va dire, déjà depuis un moment. Et c'est la mobilisation des utilisateurs qui nous amène à améliorer nos typologies aussi, quoi. Et là, c'est vraiment, je pense que c'est le défi là, des mois à venir, d'avoir encore plus de tests pour améliorer à la fois les aides et peut-être même dans certains cas les typologies, enfin les types terres eux-mêmes, la façon dont on les regroupe, ça a été évoqué tout à l'heure par Mélisande. Et donc voilà. Et les clés. Et les clés, ouais. C'est très urgent, Christine. Ah, c'est comme tu veux. on va peut-être continuer, et puis tu avais des questions. Non, mais c'est pas... Parce que si tu l'oublies... Non, mais il n'y a pas de... Si j'arrive à allumer le micro. C'était juste une question par rapport au test précédent où en fait les gens allaient sur le terrain avec les agropédologues qui avaient constitué la clé et donc du coup pouvaient vérifier que la personne avait trouvé le bon type terre. Là du coup avec les BTS, comment vous avez géré ça? Et est-ce que du coup vous avez pu mesurer leur capacité à trouver le bon type terre? Alors, de là à mesurer qu'on tombe sur le bon type terre, non pas directement, qu'on est sorti avec eux sur des sols qu'on connaissait. On est sorti avec eux sur des sols qu'on connaissait, notamment ceux de la ferme du lycée. Et en Lorraine, on était en terrain un peu plus inconnu, mais sur le lycée, on est arrivé à valider qu'ils tombaient sur les bons types terre. Sur les autres territoires, on est allé, c'était à la connaissance de l'agriculteur qui nous accueillait chez lui, ou de Joël, qui nous accompagnait sur le terrain. Voilà. Ouais. Après, pour les producteurs de type terre, la technique que nous, on avait commencé à tester aussi,
mobiliser, c'est d'aller faire les tests des types terres sur un territoire où vous disposez d'une autre cartographie des sols à une échelle plus précise. Avec un peu de chance, alors avec un 25 millième par exemple, ce serait top. Mais bon, après, il faut avoir construit la correspondance avec le type terre. Mais là, du coup, la géographie, elle est plus... Enfin, le type de sol qui est prédit ou donné par la carte au 25 millième, on va dire, elle est quand même probablement plus proche vraiment de la localisation géographique sans avoir à répondre à des questions. Et donc, ça peut être une méthode de validation aussi du processus et du choix du type terre. Je ne sais pas si j'ai été claire. Et pour les tests avec les conseillers, on n'accompagnait pas obligatoirement les conseillers. On les lâchait dans la nature par binôme et ils ont été testés eux-mêmes la clé. Par contre, on avait fait un canevas, enfin, on a un petit document à remplir, papier, et on sait quelles réponses ils ont mis dans la clé. Et on sait on leur demande en plus s'il y a des difficultés, quelle facilité ils ont eu à répondre aux questions. Donc on a tout le tracé de leurs réponses. Donc on voit où ils sont tombés. Voilà. Donc il y a tout un petit document, enfin c'est pas... Ils vont avec une feuille de papier et puis la tarière et puis... Ils ne vont pas directement avec l'appli. Après, je profite juste encore d'un dernier point. Sur l'accompagnement, on a évoqué, il y a beaucoup de difficultés pour l'appréciation de la texture. Je pense que là, on a aussi tout à fait intérêt à se rapprocher de tout ce qui se travaille en ce moment dans le cadre des projets de sciences et recherche participative. Je regarde Blandine qui est au fond de la salle. Et notamment le projet Clé de Sol, Clé de Sol et puis un autre IPR Sol qui est lui plus spécifique au sol forestier, où il y a eu tout un travail pour voir comment accompagner des personnes novices à la réalisation de ces tests de texture. Et dans le projet IPR Sol, donc qui est plus sur les sols forestiers, il y a carrément eu création d'une mallette avec des échantillons pour tester, pour calibrer le test textural au toucher, quoi, et s'entraîner, quoi, finalement. On va continuer. Il n'y a pas de questions pressantes. Donc c'est Jean-Pascal qui assure la suite. Alors, dans le cadre du projet, on a été amené à concevoir un modèle de fiche qui présente les principales propriétés des unités typologiques type terre. Donc, on a réalisé ce travail avec tous les partenaires dans le cadre de plusieurs réunions de travail. Et puis l'idée donc c'était qui présente donc les principales propriétés des sols pour permettre, voilà ce que je voulais rajouter, et présenter une fiche type terre qui puisse permettre aussi de valider le résultat de l'interrogation à l'issue donc de l'interrogation d'une parcelle. Alors pour que cette fiche simplifiée elle soit aussi bien lisible sur téléphone, on a travaillé sur la mise en forme, avec une mise en forme donc, qui sera une mise en forme en portrait. Et cette fiche, donc je reviens sur le troisième point là, elle va être renseignée de façon automatique via une base de données que l'on renseigne. Une base de données donc, qui va comporter deux feuilles. Une feuille spécifique, c'est un tableur Excel, une feuille spécifique pour les unités, pour les caractéristiques générales de l'unité typologique type terre, et puis une feuille qui contient les différentes propriétés de ces unités typologiques type terre, horizon par horizon. Et cette base de données, elle est accompagnée d'un guide de recommandation pour renseigner toutes ces données. Voilà. Alors, dans cette base de données sont présentes donc toutes les propriétés dont on va avoir besoin pour construire ces fiches simplifiées. Et puis, on a complété aussi cette base de données par d'autres propriétés qui pourront servir aussi à concevoir, à construire des bases, des fiches type terre plus complètes. L'idée, c'était d'essayer dans le cadre de ce travail, de pouvoir tout de suite proposer un modèle de base de données
les différentes régions pourront utiliser de façon à éviter la dispersion ensuite dans l'organisation des résultats. Donc, ce modèle de fiche simplifiée, ben, là, il y a un exemple. Hein, il se présente de la façon suivante. Il y a en gros deux parties. Une première partie où on voit des caractéristiques plus générales, avec le nom, donc le nom de l'unité typologique type-terre, son numéro. Entre parenthèses, on a mis quand même la référence pédologique, la surface dans le RRP de référence. Donc là, c'est un exemple qui concerne le département de l'Isère. On a indiqué aussi la correspondance avec une typologie, au choix. Donc, nous, on a proposé de mettre la correspondance avec la typologie des parcelles, puisque c'est une typologie qui est utilisée par les conseillers agricoles des chambres d'agriculture, les agriculteurs aussi, enfin certains agriculteurs aussi. Et voilà. La position paysagère de l'UTT, et puis donc on a indiqué aussi dans la position, on a indiqué la position géographique assez grossière donc de l'UTT dans le département de référence, quoi. Ensuite, on a donc, on présente les différentes propriétés des horizons constitutifs des UTT sous la forme d'un tableau avec les horizons donc, qui sont présentés en ligne, quoi. Voilà. Et pour les différentes propriétés, alors les différentes propriétés, vous les voyez apparaître, hein. On a le numéro de l'horizon, le nom RP de l'horizon, éventuellement. C'est quand même pratique quand on maîtrise la pédologie, de même que le nom du référentiel. La profondeur et l'épaisseur de chacun des horizons, la texture, la couleur, le pourcentage d'argile, de limon, de sable, le taux de pierrosité, le taux de matière organique des sols, matière organique de chacun des horizons, le pH, le carbonate de calcium, et puis la CEC. Alors, ce qui apparaît, donc c'est indiqué dans le titre du tableau, ce sont les propriétés modales, qui sont donc récupérées dans les données de la base de données des RRP. Voilà. Et puis, alors, on indique quand même, ici, une propriété un peu générale, aussi, la profondeur modale du sol, une propriété agronomique, le drainage, par rapport au drainage, et puis, pour aller plus loin, éventuellement, donc des informations complémentaires. Donc, voilà pour cette fiche simplifiée. Et donc, comme je le disais, il y a la possibilité aussi de concevoir des fiches plus complètes à concevoir, donc dans les différentes régions, et qui, elles, pourraient être, donc, qui pourront contenir des propriétés, essentiellement des propriétés agronomiques complémentaires, d'une part, et puis dans les... Alors voilà, par exemple, excusez-moi, là j'ai remis la présentation d'une unité plus complète. On va retrouver déjà un certain nombre d'éléments qui apparaissent, bien entendu, dans la fiche simplifiée, avec le nom de l'UTT, la surface, la position paysagère. Par contre, on peut détailler en associant un schéma, et puis on peut aussi mettre dans ce modèle-là, c'est ce qu'on avait prévu en Auvergne-Rhône-Alpes, une photographie avec les principales caractéristiques à côté, donc des horizons de sol. On retrouve le même type de tableau qui présente les propriétés des différents horizons, mais dans lequel on a rajouté les valeurs minimales et maximales, et dans lequel on a aussi rajouté donc, les valeurs de densité apparente et de RU, tout à fait en bas, qui, elles, ne sont que modales. Et enfin, donc, des principales propriétés, plutôt donc, agronomiques, dans le dernier tableau. Indice de battance, stabilité structurale, aptitude au tassement, le RU sur la profondeur d'enracinement modal,
le drainage naturel, et puis ben là, c'est pas complété, mais il y a la possibilité de donner des informations sur le mode de transfert majeur, infiltration, ruissellement de surface, hypothermique, et puis l'aptitude de l'UTT à l'épandage des PRO. Donc ça, cette fiche-là, ben en fait, elle peut être proposée. Donc elle est réalisée à partir des données qui sont dans les RRP, mais que l'on analyse. Hein. Donc c'est pour ça que elles ne figurent pas dans le modèle de fiche simplifié, et que par contre, elles pourront être proposées aux utilisateurs des types terres via un accès réservé, donc avec un modèle économique pour le coup à bâtir. La même chose, on change alors, on bascule à l'ouest, on change complètement de département. La même chose, fiche détaillée que nous on va proposer aussi aux conseillers. Donc on retrouve les mêmes informations que tout à l'heure avec les valeurs modales. Donc je vais passer assez vite, hein, mais bon, c'est organisé d'une manière un peu différente. Et derrière, voilà, vous retrouvez ce qu'a dit Jean-Pascal sur les risques de transfert, la répartition par département. Nous, on s'autorise et on souhaite fortement avoir une zone de commentaires remplie par les conseillers agricoles. Donc c'est parfois la plus compliquée à avoir, donc c'est des données supplémentaires, mais qui nous permettraient aussi d'avoir du qualitatif par rapport à tout ce qu'on peut extraire des données qualitatives, du qualitatif par rapport à du quantitatif, quoi. Voilà. Donc ça explique aussi le temps à passer sur les réunions de concertation et de discussion avec les agronomes. Donc, alors, on va vous faire passer, on a pris quelques exemples à vous faire passer et un guide. Comme ça, vous aurez du concret. On va faire circuler le concret, fais-le passer. Est-ce qu'on fait un petit 5 minutes ou pas du tout? Oui, si, on peut. Si vous avez des questions, et après, tant que Lionel arrive. Christian Vallier, chambre d'agriculture du Loiret. Donc, on a vu tout à l'heure, quand on a testé les outils, là, on a utilisé d'autres bases de données, type les bases de données d'analyse de terre. Donc, on a modifié certains paramètres dans nos paramètres qu'on a utilisés pour tester les outils. Quid par rapport au type terre et aux données qu'il y a dans ces infos-là? Est-ce qu'il faut les changer ou est-ce que les types terre, c'est les données du RRP, point? C'est ça la question. Et puis après, si on change la PTAT, c'est la surface. Donc après, ça sera plus cohérent avec les données du RRP sur le deuxième niveau. Donc, quelle souplesse ou quelle stratégie on met par rapport à modifier ou ajuster des données des types terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent de répondre à ça? La souplesse, elle est au porteur de projet. La souplesse, elle est au porteur de projet. Tu peux très bien éliminer. Si tu penses que ta BDAT vient bien compléter le RRP sur la surface, moi, je trouve intelligent de mélanger les deux, au moins pour la surface. Voilà, j'ai bien le porteur de projet, c'est peut-être Nouvelle-Aquitaine. Nous, quand tu regroupes, nous, des fois, c'est même quand on fait les regroupements pour former les UTT, il y a certains sols, on les met de côté, qui sont principalement forêts ou qui ne sont pas exploitables. Donc c'est vrai que ceux-là, on les retire pour pas justement avoir des fois des variables qui soient tirées vers le haut, vers le bas, quoi, pour certaines valeurs. Je ne sais pas si je suis clair pour tout le monde. Complètement d'accord avec ce que vient de dire Sébastien. Par contre, pour moi, si un porteur de projet prend cette option-là, même dans tous les cas, ce qui est absolument indispensable, c'est de bien renseigner les métadonnées et d'informer l'utilisateur quelle est la source de l'information qui a été utilisée pour créer le type terre. Ça, c'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, de façon générale, pour tous les types terre, c'est hyper important de maintenir la filiation la description de chaque unité type terre avec les unités du référentiel régional pédologique qui en est à l'origine. Parce que c'est la garantie quand même de pouvoir retrouver l'information et puis peut-être aussi si un jour le référentiel régional est mis à jour, peut-être qu'un jour on décidera de mettre les BDAT pour améliorer, on ne sait rien, de pouvoir refaire tourner
le modèle de calcul des paramètres et de mettre à jour de façon cohérente les types terres. Enfin, pour moi, la métadonnée a vraiment toujours pensé à décrire quelle donnée est à l'origine, enfin, comment le type terre a été élaboré, et, avec quelles données. Je ne me suis pas présentée tout à l'heure, donc je le fais. Sophie Gendre à Envalis. Moi, je revenais sur la question des sourires sur la spatialisation, le fait de pouvoir se géolocaliser et puis avoir accès au type terre qu'elle en est. C'est absolument pas envisageable. Je comprends bien hein, pour des questions justement de localisation de parcelles, mais de se dire j'ai accès à la position GPS et je peux proposer les 3 types de sols les plus probables. C'est faisable. Ouais, alors je sais pas, Laure nous présentera peut-être aussi un exemple de ce qui est fait en Bretagne cet après-midi, où ils ont eu cette approche en se rapprochant de l'unité cartographique de sol du référentiel régional pédologique, ce qui permet, de par la constitution de cette UCS en unité typologique de sol, de savoir les types terres qui sont probables dans cet espace géographique restreint. Donc ça, c'est une solution. Mais Laure en parlera peut-être tout à l'heure, ça veut aussi dire 400 clés de détermination derrière, quoi. Je ne sais pas si on va mobiliser, enfin si on va... Ouais, Non, non, c'est impossible. Impossible. Parce que même, enfin, par essence, comme on s'appuie sur les données du référentiel régional pédologique, en un point du territoire, une unité cartographique, peut-être même 2, voilà, sans doute 3 des fois. Donc déjà, voilà, 3 choix possibles d'unités cartographiques. Et dans un référentiel régional pédologique, une unité cartographique de sol, par essence, est composée le plus souvent, alors c'est rare qu'il n'y en ait qu'un seul type de sol, mais des fois ça va jusqu'à 5, 6, 7, en Alsace on monte jusqu'à 10 types de sol. Donc de toute façon, même en utilisant cette astuce-là pour essayer de réduire le nombre de choix possibles, il y aura quand même à minima 5-6 types. Et donc pour choisir avec le moins d'erreurs possible le type, il faudra répondre à une question. Pardon? Une question discriminante. Ouais. Ben, c'est le principe de la clé, quoi, en fait. C'est que les arbres. Oui, on élimine. Oui, mais ça on le fait par l'entrée géographique, on le fait déjà. Ouais. Après, effectivement, c'est la taille de l'entrée géographique. Soit c'est un département, soit c'est une petite région naturelle. En Bretagne, c'est l'unité cartographique du référentiel régional pédologique. Mais il y a quand même encore derrière plusieurs types de sols, et donc la nécessité de répondre à des questions. Si on avait des bases de données au 25 millième partout, ou au 10 millième, on n'aurait pas besoin des types terres. Je rajoute, après je donne la main, mais ça nécessite aussi d'avoir une application Internet, ce qu'on n'a pas toujours, non mais pas toujours, et ça nécessite aussi de gérer les phases de transition entre les différentes... Et là, c'est compliqué, ces phases-là. Quand vous avez 2 unités qui se font 2 ou 3, voilà. Oui, moi je pense qu'il faut quand même faire bien attention parce que les types terres sont basés sur les 250 millièmes, oui. Et donc il y a quand même la problématique de l'échelle, de la résolution de la base de données derrière. Donc en fait, il n'y a aucune assurance que, parce que vous êtes dans une parcelle qui se trouve géographiquement dans l'unité cartographique X du RRP, que le sol de votre parcelle il correspond aux ITS de votre UCS. Donc c'est, comme l'a dit Laure, c'est effectivement les types terres les plus probables, mais ce n'est pas forcément les sols qui peuvent coller à votre parcelle. Parce que vous pouvez être sur un type de sol qui est finalement peut-être plus proche d'un autre type terre, qui n'est pas dans l'UCS parce qu'il est très peu représenté, mais qui finalement se rapprocherait d'un type terre voisin, d'une UCS voisine ou quelque chose comme ça. Donc il faut faire attention avec cette notion-là, parce que, comme le disait Joël, on n'a pas du 25 millième partout. Et d'ailleurs, si on avait du 25 millième, on ne ferait peut-être pas les types terres comme ça. Et donc, il faut garder quand même, ça peut être une aide au choix, mais il ne faut pas que ce soit complètement orienté et que la personne n'ait plus accès qu'au type terre associé à l'UCS dans lequel se trouve sa parcelle. C'est la probabilité la plus forte, mais ce n'est pas forcément celui qui va correspondre le mieux au sol de sa parcelle. Et donc ça, on le verra cet après-midi dans le parcours utilisateur. Il a toujours la possibilité de parcourir la clé et d'aboutir à un type terre. Et si ça ne convient pas pour une raison ou pour une autre, de recommencer
le parcours. Et une des premières questions, on l'a vu avec Sébastien, c'est bien la localisation, enfin, le choix de la localisation géographique. Et donc nous, en Alsace, comme on a ces entrées par petites régions, la consigne qu'on donne, c'est s'il y a un truc qui ne colle pas, choisissez la petite région qui est juste à côté, parce qu'à 100 mètres près, effectivement, avec l'origine des données, on peut très bien être de part et d'autre de la limite qui a été tracée sur la carte numérique. Donc, Laure Belge en agriculture Bretagne, je parle en regardant Blandine, elle complétera si besoin. Donc nous en Bretagne, on a bien une entrée à l'unité cartographique de sol. Par contre, on a aussi la possibilité d'aller directement à l'UTS et pas uniquement à l'UTT. Donc ça, c'est une particularité qu'on a dans notre API sol. Et aussi, on a la possibilité d'intégrer les cartes pédologiques précises au 25 millième dans notre application et donc d'avoir directement le type de sol qui est défini en fonction de la position qu'on choisit. Donc on a mis ces options-là en plus. Voilà, je ne vais pas faire trop long, je regarde. Mais on pourra en parler juste après. Je vous expliquerai un peu comment on avait construit cette application. Bref. Il faut les cartes. Oui, Romain Scheller à Arvalis, donc partie prenante dans les types termes, un peu moins là, sur la partie création des clés. Je vois cette question de spatialisation, géolocalisation, ça fait pas mal réagir, ce qui est logique parce que ça faisait partie des défis un peu à l'origine des types terres. Et la question des collègues qui sont confrontés et qui ont pu créer les clés, c'est finalement le retour d'expérience. On a vu différentes approches, presque 3, hein, entre départementales, petites régions naturelles et jusqu'à l'UCS. Finalement, quel sera le meilleur compromis et est-ce qu'il y aura des recommandations pour les futurs créateurs de clés, parce qu'il y en aura encore beaucoup à faire. C'est peut-être un débat. Hein. Une très bonne question. Est-ce que quelqu'un... Non? J'allais dire, ça dépend. Ça dépend sans doute beaucoup du territoire sur lequel le type terre est déployé et la façon dont le référentiel régional pédologique a été construit. Typiquement, encore une fois, en Alsace, et c'était le cas en Isère aussi, le référentiel régional pédologique, déjà lui-même, il a été construit avec cette distinction de petites régions naturelles dans lesquelles les pédopaysages se distinguent et les unités cartographiques et les types de sols se distinguent. Donc, il se prêtait vraiment bien à cette entrée avec un premier découpage géographique qui facilite et réduit le nombre de choix et le nombre de questions. Après, l'étape suivante, c'est sûr qu'idéalement, si on peut aller jusqu'à une entrée par l'unité cartographique du référentiel régional pédologique, sans doute que ça réduit encore le nombre de questions et les risques d'erreur. Par contre, là, il y a un énorme travail derrière, parce que qui dit entrée par l'unité cartographique, ça veut dire que ça démultiplie le nombre de clés qu'il faut saisir dans l'application. Sauf si un jour on arrive à mettre des automatisations, je ne sais pas trop, mais... Enfin voilà, c'est quand même beaucoup plus de, c'est quand même beaucoup plus de travail de saisir. C'est ce je vais vous montrer là tout de suite, comment le producteur type terre, il va, lui, en back-end, construire les clés pour que les utilisateurs puissent les consulter après. Donc s'il faut le faire 250 fois, c'est un peu plus de boulot que s'il faut le faire 11 fois. Hein? Ça se fait, on l'a fait. Oui, ça se fait, c'est sûr. En fait, ce qui est long, c'est plutôt de construire ces clés. Ouais, aussi, ouais. La saisie, honnêtement. Après, tu fais des copies. Mais saisie, c'est pas bloquant, c'est vraiment la conceptualisation. Ouais, la formalisation des clés et leur test, enfin leur validation. Parce que... J'avais une dernière question très très courte. C'était savoir, est-ce que vous limitez un nombre de sols par département? Vous avez combien par département? Unité type terre. Alors, je peux donner le témoignage alsacien. Quand on a constitué notre type terre, donc grosso modo, le référentiel régional pédologique Alsace, c'est 370 unités typologiques de sol. Donc, clairement pas accessible aux conseillers. Enfin bon, bref, il s'y perd. On a fait une première étape de réalisation de type terre où on était arrivé à environ 70 unités typologiques type terre. Et quand on l'a présenté aux conseillers, un certain nombre ont dit, enfin, ils trouvaient ça encore trop détaillé pour leurs usages. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une seconde étape où on a encore une fois essayé d'agréger, de rassembler certaines unités pour aboutir à une typologie type terre en 50 unités. Alors, on laisse toujours la possibilité d'accéder aux deux. À quelle échelle?
Sa continuité à quelle échelle? Pour l'Alsace, donc ces 2 départements, c'est 800 000. Oui, pour l'Alsace. Oui, pour l'Alsace. Là, encore une fois, c'est vraiment, pour moi, le test par les utilisateurs qui doit nous amener à trouver le meilleur compromis qui correspond aux besoins qu'ils ont. Voilà. Olivier? Juste peut-être pour répondre à la question quand même aussi. Nous, on a en fait associé les UTS qui étaient susceptibles de pouvoir être associés pour créer une unité typologique agronomique. Alors, on s'est affranchi en quelque sorte du nombre d'un nombre établi de typtaires à construire. Et du coup, on a abouti à une 60aine d'UTT sur le département, enfin, sur la moitié du département, mais l'autre moitié est quand même très spécifique, la montagne. Juste une remarque pour Olivier pour finir. Et donc je l'ai présenté rapidement dans une des diapos. Initialement, l'objectif c'était 30 à 50 par département. Olivier Scherer, retraité d'Unilassal. Effectivement, le nombre d'UTS dans un département peut, dans certains cas, rester très élevé. En Haute-France, on arrivait à 80, même presque 100. Je pense qu'il y a une alternative, si ça fait peur à certains conseillers, une alternative plutôt que de vouloir réduire, c'est-à-dire agréger et donc rajouter de l'hétérogénéité à l'intérieur des UTT, c'est de garder, mettons, 80 ou 100 UTT, mais pour certains usages, ça peut être utile simplement de communiquer sur les 50 qui sont les plus représentatives, qui couvrent la plus grande surface, et quelquefois, avec 50, ça couvre 90% du département. Donc je pense que moi, je serais plutôt partisan, plutôt que de se forcer à agréger, c'est de... et c'est exactement ce qu'on a trouvé en Haute-France. Il y a peut-être peut-être plus d'une centaine d'UTT, mais si on sélectionne celles qui sont suffisantes pour couvrir 90% de la région, on a 50 UTT sur 5 départements. Je profite de ce que j'ai sur le micro pour donner mon avis sur l'échelle à laquelle on va faire les clés. Moi, il me semble que le compromis indispensable, c'est la petite région naturelle. Je comprends bien, l'idéal, ça serait l'UCS, sauf si on est capable ça devrait peut-être être possible, mais peut-être pas tout de suite, d'automatiser la création des clés quand on a sélectionné les quelques UTS qui sont possibles, même si on a une dizaine. Je pense que la petite région naturelle me paraît indispensable, quoi. Parce que ça élimine plein de questions gênantes du genre sur quel état géologique on est, et de renvoyer l'utilisateur à aller regarder sur un fauteuil. Après, il faut l'avoir, sinon il faut la faire. Bah oui, c'est ça. Oui, mais c'est un investissement qui, à mon avis, vaut le coup, et c'est pas très compliqué malgré tout. Rien n'est compliqué, je suis d'accord avec toi. Merci Olivier pour ces préconisations. Alors, vraiment rapide. Oui, non, c'est juste pour dire que par rapport au nombre d'UTT, en fait, ce nombre-là va diminuer quand on ira vers des UTT régionales ou interdépartementales. Ce qu'il faut comprendre dans la logique de construction aussi, c'est que finalement le typtaire, c'est vraiment le fruit, j'allais dire presque d'une négociation entre le pédologue qui a envie de garder le maximum de précision d'information et l'agronome qui, voilà, a besoin, enfin finalement il y a certains critères qui sont utiles pour lui et d'autres un peu moins. Nous, les regroupements en Alsace qu'on a fait, c'est finalement entre les sols qui étaient sur alluvion rhénane, où finalement la caractéristique, si c'était arte rouge, arte grise, le pédologue, lui, il aime bien distinguer les deux. Mais pour l'agronome, au final, le potentiel agronomique des sols était le même, quoi. Donc, voilà. Alors, on prend la suite avec Lionel, je te laisse te présenter. Lionel Barjot, Société Agricole IG, donc nous on est partenaire du projet et on était en charge du développement des applications informatiques. Donc là, encore une fois, on est bien dans la posture, je suis le producteur de typologie typtaire et je vais avoir à saisir dans l'application qui sera utilisée ensuite par plein d'utilisateurs, on l'espère, avoir à saisir les clés.
Donc, pour réaliser ce travail sur l'espace numérique que Lionel a préparé, en tout cas pour nous, dans le Grand Est, une première étape nécessaire est un pré-traitement de données et la préparation des descriptions à la fois des unités cartographiques qui sont l'entrée des clés et la liste des unités type terre de la typologie type terre qu'on va mobiliser. Ce travail de pré-traitement, de numérotation de ces entités-là, il est absolument indispensable pour préparer la future, on espère, consolidation nationale, puisque quand même le Graal, on l'a déjà entendu pour un certain nombre de partenaires, c'est d'avoir un jour une typologie, enfin un type terre national et éviter aussi les doublons. Ouais, enfin, je mélange un peu les trucs. Enfin, c'est d'avoir une consolidation nationale et puis même, avant d'avoir une seule et unique typologie type terre nationale, de pouvoir consulter à travers un même canal le type terre du Grand Est, le type terre de Bretagne, sans qu'il y ait de risque de confusion des numéros des types terres. Donc ce travail de pré-traitement, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en fait, il consiste pour les entrées cartographiques à bien donner un identifiant unique de chaque unité cartographique, et cet identifiant national, on va le dire, enfin on va le nommer comme ça, il se compose alors déjà d'un texte pour dire unité cartographique, parce qu'on parle de l'entité géographique, qui est l'entrée de la clé, et ensuite on y adjoint le code de la région administrative, alors je ne sais même plus pour le Grand Est, je crois que c'est 42, et ensuite un numéro interne unique qui identifie l'unité cartographique entrée de clé. Donc en Alsace, enfin en Grand Est, on les a numérotés pour les différents départements. Et de la même façon, pour la liste des unités typologiques type terre, qui vont être mobilisées dans l'API, il faut construire aussi un identifiant unique qui se compose cette fois-ci d'un premier champ texte UTT pour bien dire, là, s'il s'agit d'une unité type terre et pas d'une unité cartographique, et ensuite, auquel on adjoint aussi derrière, encore une fois, le code de la région administrative et un numéro unique du type terre dans le type terre régional. Alors, en Alsace, en Grand Est, pardon, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a 6 types terres différents, donc on a composé notre clé en mettant UTT, le code de la région administrative, donc 42, et ensuite, on a distingué, encore une fois, le type terre d'origine. Donc, on avait un type terre Alsace, un type terre Marne, un type terre Ardenne, etc. Donc, on a l'identifiant de cette petite région, plus un numéro qui va de 1 à N. Jean-Pascal, vous avez fait le travail de je ne sais plus où il est. Ouais, vous avez tout de suite tout numéroté de 1 à X pour toute la région. Voilà. Bref. Tout ça, sur la procédure à réaliser, est expliqué dans 2 notices qui ont été rédigées et qui feront partie des livrables du projet ID Type Terre à destination des maîtres d'ouvrage qui voudront ensuite rentrer dans la démarche pour créer saisir les clés dans l'API. Alors, là, je vous ai fait quelques captures d'écran de l'interface telle qu'elle se présente pour le producteur Type Terre. C'est une interface qui propose, donc il y a une entrée avec différents onglets. Donc, un premier onglet, unité cartographique, qui fait référence donc aux entrées des clés de détermination. On va lister ces entrées de clés. Et c'est sur la base de ces entrées-là qu'on va pouvoir construire la clé de détermination. Ensuite, on a un onglet avec les types de sol, donc avec la liste de toutes les unités type terre. Un autre onglet où on pourra accéder aux questions qui sont mobilisées dans la clé. Un onglet média dans lequel on va ranger toutes les aides qui vont être proposées aux utilisateurs pour répondre aux questions des clés. Et puis encore un onglet application et API, que je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a dedans, mais Lionel va nous le dire. Plus tard. Plus tard. En tout cas, pour avoir testé, fait partie des tests pour l'utilisation de la saisie des clés, je peux témoigner que c'est quand même un outil qui est hyper ergonomique, même sans avoir fait 50 000 formations, on trouve très bien comment le mobiliser. Je vais vous le montrer assez rapidement tout à l'heure. Et donc, voilà, on se met dans la posture du producteur type terre. Et donc, pour saisir une clé, on choisit l'unité cartographique entrée de clé et on rentre dans la démarche de saisie de la clé. Il y a un ordre de saisie à respecter pour que les choses se passent bien. Il y a au cours du processus de saisie de la clé, la possibilité de visualiser dans la partie basse de l'écran la clé qui se construit, enfin l'arbre de décision qui se construit progressivement. C'est quand même une aide visuelle que je trouve vraiment intéressante. Et donc, quand on rentre dans la démarche,
forcément, on a une entrée géographique, on va dire, voilà, je veux construire la clé. Donc, première étape, c'est de saisir la première question qui va être soumise aux utilisateurs. On saisit la question. Par la suite, on saisit les réponses possibles qui vont être proposées. Et ensuite, pour chacune des réponses possibles, soit on est en bout de clé et ça conduit à une unité type terre, donc il suffira d'associer la réponse à un des types terre qui est dans l'application, soit on n'est pas encore au bout de la clé et on repose une nouvelle question et les réponses qui sont associées, etc. Et on procède comme ça par étapes et on peut très bien visualiser tout ce qui se passe là sur l'écran du bas. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a un ordre à respecter, en particulier quand il s'agit de la question de la saisie des médias, donc des aides qui vont être proposées aux utilisateurs. Donc là, ce qui est important, c'est déjà, dans un premier temps, d'aller dans l'onglet « Médias » et d'enregistrer, dans l'espace qui est dédié à ça, le média ou les médias qu'on souhaite mobiliser dans la clé qu'on est en train de saisir. Pour cela, c'est vrai que je l'ai mis dans la présentation cet après-midi, mais un des livrables du projet ID Type Terre, auquel Sophie a bien contribué aussi, c'est de proposer toute une série de médias que chaque producteur de Type Terre va pouvoir mobiliser et utiliser dans sa propre application. Et en plus, ces médias, ils ont été construits de telle sorte qu'ils sont encore adaptables. C'est-à-dire, pour le moment, c'est sous forme de fichiers PowerPoint, pour un certain nombre, après ceux de Terrinovia, je ne sais plus, vous me direz. Donc c'est un fichier PowerPoint et chaque producteur peut mobiliser l'aide et l'adapter un petit peu à ses besoins et ensuite en faire un format, l'exporter en format image et c'est cette image-là qui va être capitalisée dans l'espace média de l'application. Donc on prépare tous les médias, on les rentre dans l'application et ensuite c'est quand on est dans l'onglet. Je vous souviens tout à l'heure, j'ai dit on rentre une question à laquelle on souhaite qu'un utilisateur réponde. Et si pour cette question, on se dit « Ah, là, mon utilisateur, il va avoir besoin d'une aide », c'est quand on est dans la saisie de la question qu'on va dire « Ah ben, je souhaite associer le média qui correspond et aller le chercher dans l'espace dédié ». Donc tout ça, encore une fois, ça va être expliqué dans une note qui est proposée à l'utilisateur, au producteur Type Terre. Là, vous avez juste une capture d'écran qui montre comment se présente finalement la bibliothèque des médias. Enfin, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais bon, voilà. Donc, l'ensemble des médias disponibles, là, quand j'ai fait les tests, bon, voilà, il n'y en avait que 8 qui étaient présents, mais bon, voilà, on peut aller chercher les médias dans cet espace-là. Ouais. Donc, je vous ai montré tout à l'heure que quand on saisit la clé, on a la possibilité de voir l'arbre de décision qui se construit progressivement, les questions et les réponses qui succèdent, c'est pas mal. On peut aussi avoir le souhait de se dire, bah tiens, mais quand même, mon utilisateur, qu'est-ce qu'il va voir, lui, de son côté de l'écran? Et donc, l'application permet aussi de se mettre dans la peau de l'utilisateur, directement, et d'aller mobiliser, enfin, d'aller faire comme si, voilà, à la place de l'utilisateur, il utilise la clé. Et donc, bah voilà, ça, c'est aussi un espace dans l'interface sur lequel on peut aller et dire, bah voilà, je veux tester le parcours de l'arbre ou de la clé de détermination. Et du coup, là, on se retrouve vraiment avec l'interface qui vous sera présentée plus en détail cet après-midi sur le parcours utilisateur, où on voit la succession des questions, des réponses qu'on peut donner, et puis la réponse à laquelle on aboutit. Donc là, encore une fois, une notice à destination des producteurs Type Terre, pour expliquer comment saisir la clé, comment préparer toutes les données en amont. C'est un des livrables du projet. Et alors, après, je ne sais plus si c'est toi, Lionel. Ouais. Donc, comment on va l'installer, cette application? Je suis désolé, je suis un peu loin, mais voilà, ça va bien. Cette application, en fait, c'est une application de saisie, d'une part. C'est un ensemble de composants. Il y a une application de saisie. On vient de voir des copies d'écran. Il y a une application qui permet sa diffusion également. C'est le dernier petit cadre en bas à droite que vous avez vu sur la diapo précédente. Et donc, ça doit être installé sur des serveurs. Donc, il faut... alors, c'est une application, d'un point de vue technique, elle est développée en PHP. La base de données, c'est une base de données PostgreSQL PostGIS. Et puis, il y a une API aussi à déployer. Nous, comme on est partenaire du projet, on a une entreprise privée, on a un intérêt là-dedans, et notre intérêt, c'est de notamment proposer une offre de service
pour mettre à disposition des instances de cette application. Donc, on met à disposition un petit entrepôt pour déposer les données préparées dont Joël vous a parlé précédemment. Et puis, nous, on se charge aussi de tout ce qui est sécurisation de l'application et des données et de la garantie de service. Voilà. Donc, ce qu'on a voulu proposer, c'était une offre mutualisée en optimisant en fait le coût de location des serveurs, tous ces traitements-là, etc. On a une offre à moins de 1 000 € par an par instance. Donc, une instance, c'est une région, en gros, pour schématiser. Mais ça peut être aussi un organisme qui a son instance sur plusieurs départements, plusieurs régions, c'est possible aussi. Et on a choisi de faire supporter, dans le cadre de notre action sur le projet, le fait de proposer aux régions qui voulaient partir avant la fin 2024, de leur offrir cette partie-là. Voilà. Donc on est dans cette démarche de nous vouloir donner une impulsion au projet en facilitant la mise en œuvre des instances de l'application pour permettre la saisie des clés, leur diffusion et donner... Et en fait, l'idée, c'est de mettre le plus de monde possible dans la barque pour avoir du poids et aller peser après pour arriver à convaincre des gestionnaires d'outils d'aide à la décision, choses comme ça, de l'intégrer en fait. Voilà, tout simplement. Je te laisse. Ouais. Moi, j'ai plus rien à dire. Je sais plus ce qu'il y avait après. J'arrive au bon moment. C'était donc juste pour vous faire une synthèse un peu des présentations, vas-y, je vais sortir, de la matinée, donc sous forme des livrables qui ont été réalisés dans le cadre du projet. Donc pour la partie que je vous ai présentée, donc qui concerne les informations qui peuvent être renseignées dans les unités type terre. Donc il y a les différentes fonctions de pédotransfert qui ont été identifiées et pour lesquelles, je vous ai dit, on fera des recommandations via la mise à jour du guide méthodologique des types terres, et puis également des articles scientifiques qui sont prévus, notamment pour valoriser le stage de Master 2 sur la masse volumique apparente. Et puis donc ce canevas harmonisé qui sera proposé aux producteurs de type terre pour la saisie des variables des unités type terre, donc à la fois les variables générales, comme vous l'a mentionné Jean-Pascal, et puis aussi donc, les variables associées à chacune des couches. Donc pour la partie clé de détermination, Sébastien l'a évoqué, donc il y a un guide méthodologique pour la construction des clés qui a été élaboré et qui sera mis à disposition des producteurs des types terre. Les différents supports qui ont été utilisés dans les différents tests des clés. Donc, Mélisande a fait passer les différents guides pour associer, pour accompagner l'utilisateur dans les réponses aux clés qui ont été utilisées en Nouvelle-Aquitaine, donc qui peuvent être des idées pour les suivants. Et puis donc l'application pour saisir les clés qui vient de vous être présentée. Et puis donc pour les fiches descriptives donc, qui permettent de valider à la fois l'arbre de décision et ou fournir déjà un conseil agronomique. Donc il y a ces fiches simplifiées qui sont générées de manière automatique et puis donc la possibilité d'aller vers des fiches plus détaillées en s'appuyant sur les données des unités type terre. Je crois qu'on en avait fini. Alors je ne sais pas s'il vous reste encore des questions parce que j'ai l'impression qu'on a épuisé le stock, mais peut-être sur la partie que Lionel et Joël vous ont présentée. Est-ce que tout le monde est endormi? Non? C'était si clair que ça? Peut-être. Je pourrais vous montrer sur mon ordinateur l'interface tout à l'heure. Oui, bonjour, Blandine Lemercier, je suis pédologue à l'Institut Agro Rennes-Angers et donc effectivement j'ai travaillé avec Laure. On travaille toujours donc à l'élaboration du type terre Bretagne. Et j'avais juste une question sur la remarque que la texture était difficile en entrée. Enfin, nous, on avait fait le choix, mais c'est peut-être pas toujours possible, de travailler ces questions-là à partir du comportement des sols, en fait, qui sont souvent mieux appréhendés par les agriculteurs ou les conseillers. Voilà, typiquement, un limon très limoneux va avoir une tendance à la battance. Bon, les argiles en Bretagne, on n'est pas trop concernés, mais j'imagine que certains sols vont pouvoir se fissurer à certaines saisons, avoir des fentes qui apparaissent en surface, des choses comme ça. Peut-être
Le critère texture est le bon, mais la manière d'amener l'utilisateur à se poser la question, c'est peut-être là qu'il y a vraiment un travail dans la formulation des questions important à faire entre agronome et pédologue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Attends. Hop. Oui, Lionel, une question vraiment toute simple et technique. Les fiches simplifiées, je me posais la question, est-ce que elles sont réalisées à chaque interrogation, ou bien est-ce que tu sors... Oui, c'est ça, d'accord. J'ai apparemment la réponse. Ou est-ce que tu sors des fiches PDF déjà à partir de la base de données à chaque... Oui. Donc préétablies, quoi. Elles sont générées automatiquement à partir de la base de données. Et elles sont générées au moment où on instancie l'application. Donc elles sont pas après. toutes faites. Oui, d'accord. Mais, alors effectivement, donc il y a une temporalité, mais elle est quand même intéressante aussi du fait que si on fait une mise à jour du type terre, donc le tableau de données qu'on donne à manger à l'API, il est mis à jour, mais c'est assez facile à mettre à jour, et après On régénère. C'est régénéré très très rapidement. Ouais. Contrairement aux fiches détaillées, où là, à mon avis, il y a un travail de manipulation d'informations qui est beaucoup plus conséquent. Donc c'est vraiment aussi un des forts intérêts de ces fiches simplifiées, de ces fiches synthétiques, pardon, pas simplifiées, qui permettent effectivement de très rapidement mettre à jour l'application dès qu'on a de nouvelles informations disponibles. Et effectivement, en ce qui concerne les fiches détaillées, là, comment est-ce que on peut avancer sur cette question-là? Qu'est-ce qu'il faudrait vous fournir? Et est-ce qu'un accès réservé est prévu déjà dans le développement donc, de l'API? Ça, c'est dans l'application hôte que ça va se définir. C'est toi, il faut que tu choisisses ton application dans laquelle tu vas brancher ton API. Et c'est cette application-là qui va gérer le droit d'accès à la fiche complète ou par défaut à la fiche générée automatiquement. Les applications sont très simples en fait. La seule authentification qui est nécessaire, c'est pour accéder à l'interface de saisie des clés. Tout le reste, c'est en accès public. Donc si vous voulez protéger vos fiches détaillées, il faut les mettre chez vous sur un partage avec une identification dont vous vous occupez. Et ce n'est pas l'application qui va avoir en charge la gestion des utilisateurs des chambres d'agriculture, et tout ça n'a pas de sens. Parce que, si tu veux, toi, quand tu développes, tu mets en place ton arbre de décision, je disais tout à l'heure, quand tu es arrivé à la dernière réponse de la dernière question qui t'oriente vers une seule fiche, dans l'application, tu saisis, tu choisis le lien qui va donner accès à la fiche. Donc, soit ça va être la fiche simplifiée ou c'est la fiche complète, mais à ce moment-là, il faut, si tu es à travers une application avec choix réservé, il va falloir à un moment donné que toi, ton service derrière, ils disent si vous voulez accéder à la fiche complète, il faut aller prendre l'abonnement machin. Alors, est-ce qu'il restait une dernière question? Oui. Je voulais savoir pourquoi la génération des fiches, pourquoi les fiches complètes, on va dire, n'ont pas prévu d'être générées. Parce qu'il y a un travail d'expert et d'agronome derrière qui est impossible à automatiser. De mon point de vue. Hein. Ça peut être une base de données, je veux dire. Ah. Oui, mais ça aurait pu être une base de données et qui puisse sortir les discriminants entre les fiches. Oui, mais alors là, pour le coup, il y a autant de fiches détaillées que de producteurs type terre. Donc, automatiser, ça devient compliqué. Oui, dans les deux exemples que nous ont présentés à la fois Sébastien, Mélisande et puis Jean-Pascal, il n'y avait pas tout à fait les mêmes informations qui étaient disponibles. Hein. Donc, c'est vrai que la fiche détaillée, c'est laissé à la discrétion du maître d'ouvrage et puis savoir ce que lui, sur son territoire, il lui paraît important de valoriser. Et donc, effectivement, ce n'est pas nécessairement la même chose. Après, s'il voit un intérêt à avoir un outil automatique pour générer une fiche complète, il suffit d'aller demander à un prestataire, Lionel ou un autre,
enfin, demander, demander une offre de service. Enfin, voilà, mais c'était difficile de le systématiser au plan national, quoi. Et puis c'est bien de laisser un peu de liberté à chaque région, parce que même si on a un même État, on est quand même sur des régions très différentes, avec des comportements de sol différents et complètement les mêmes contraintes ou les mêmes attentes des conseillers. Bah oui, c'est ça, les mêmes systèmes et finalement les mêmes besoins de conseils et de référentiels spécifiques qu'on va adosser aux fiches TICTER. Je pense que les problématiques d'érosion, il y a des territoires ça concerne un peu moins que d'autres. Bah, je vous propose d'aller se rafraîchir. Je ne sais pas s'il fait frais nulle part dans le bâtiment, mais on va en finir là pour cette session à l'attention des producteurs de type terre.